Nous sommes le jeudi 22 octobre 2020 et vous écoutez le 3e épisode du nouveau podcast Faut pas pousser les ISO. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'exercice du portfolio de photographe et nous poser la question suivante. Est-ce qu'un portfolio a encore du sens en 2020 ? Et ben voilà, ça y est, c'est parti, 3e épisode de ce nouveau podcast Faut pas pousser les ISO. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur toutes les plateformes. On vous en remercie. Je suis très bien entouré aujourd'hui. Tout le monde est là en présentiel. C'est un honneur. Je vais commencer les présentations. Je démarre avec Benjamin comme d'habitude. Benjamin Favier, tu es le rédacteur en chef du magazine lemondedelaPhoto.com, mon partenaire sur cette émission. Bonjour à toi Benjamin. Salut Arthur. À côté de lui, on a l'honneur d'accueillir Sylvie Hugues. Tu es consultante en photographie, tu es journaliste, tu es la directrice artistique du Festival du Regard et tu as été la rédactrice en chef du magazine Réponse Photo pendant plus de 20 ans. Merci beaucoup Sylvie d'être avec nous et sois la bienvenue. Merci Arthur. Et à côté de Sylvie, notre dernière invitée, Jehan de Bujadou, qui est le directeur des galeries Fisheye, qui sont situées à Paris et à Arles. Bonjour Jehan, merci d'être avec nous. Bonjour Arthur. Bon, voilà, maintenant que les présentations sont faites, on commence comme d'habitude l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on va découvrir le dernier hybride Fujifilm avec le nouveau X-S10. On va parler du dernier gimbal professionnel de chez DJI et du dernier photophone de la Pomme. Enfin, nous irons en région parisienne découvrir le Festival du Regard. Le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Fujifilm annonce un nouveau venu dans sa gamme d'hybrides APS-C. Il s'agit du X-S10, un boîtier ultra compact et léger. Il embarque un capteur X-Trans de 26 millions de pixels stabilisé, capable de monter à 12 800 ISO en natif et de faire des vidéos 4K 30p en 4:2 10 bits. Très complet, il dispose d'un viseur OLED centré et d'un écran arrière tactile orientable avec position selfie. Le X-S10 se veut très simple à prendre en main et à utiliser. Il dispose des célèbres filtres d'effet Fujifilm pour réaliser facilement des photographies créatives. Le Fujifilm X-S10 sera disponible en novembre et proposé au prix de 999 € boîtier nu. DJI présente un nouveau stabilisateur à main haut de gamme en gamme Ronin, le RS2. Ce gimbal est capable de supporter des charges de 4,5 kg. Réalisé en partie à base de carbone, il ne pèse pour sa part que 1,3 kg. Il dispose désormais d'un écran tactile pour paramétrer les modes de fonctionnement, comme par exemple le suivi du sujet Active Track ou disposer d'un retour vidéo. On retrouve également une molette de réglage pour le follow focus motorisé qui sera compatible avec la future fonction de mise au point 3D. Il est possible de désolidariser la nacelle de sa poignée pour l'installer par exemple sur une grue déportée ou sur la carrosserie d'un véhicule. Le DJI RS2 est proposé à partir de 759 €. Apple vient de présenter la 12e génération d'iPhone. Le modèle le plus abouti en photo est l'iPhone 12 Pro Max, équipé d'un triple module photo allant du 13 mm f2.4 au 65 mm f2.2. Il est équipé de capteurs de seulement 12 millions de pixels. Le module principal, qui est associé à un 26 mm f1.6, offre de grands pixels de 1,7 micromètres de côté afin d'optimiser les performances en basse lumière et la dynamique d'image. Le smartphone peut réaliser des vidéos en 4K 60p et prochainement des photographies en RAW. L'iPhone 12 Pro Max est proposé à partir de 1 259 €. Et enfin, pour terminer, le Festival du Regard à Cergy-Pontoise est l'un des rares événements photos maintenus sur cette fin d'année. 21 expositions sont proposées au public avec un fil rouge, les voyages extraordinaires. Il est possible de découvrir l'univers de nombreux photographes, comme par exemple Evnea Aburgeva qui nous emmène en Sibérie, Cédric Delso qui nous propose de voyager dans le futur, ou encore David Monteleone qui nous emmène en Corée du Nord. Le festival expose aussi le travail de grands noms de la photographie, comme par exemple Viviane Mayer, Sabine Weiss ou encore Bernard Plossu, qui nous emmène avec lui en voyage au Mexique. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Bernard Plossu, il nous parle de son exposition. Je voyageais, j'avais des copains, c'est l'époque pique-nique au Mexique, l'herbe était bonne. On roulait,
Bon, les miennes, c'est que du 50. Très franchement, j'avais aucune idée que je faisais quelque chose. Je faisais des photos. Le cinéaste américain que je connaissais, qui m'a beaucoup influencé, c'était Cassavetes. Je n'étais pas calé en photo. Quand j'ai fait ces photos, j'étais vraiment un puissant photographe. Et bon, maintenant, je m'y connais bien dans l'histoire de la photo. Mais là, je connaissais rien, donc c'est ça le voyage mexicain. Une photo comme ça, je l'ai fait à 20 ans, j'avais aucune idée. Et maintenant, quand je la regarde, je dis, on dirait un Cartier-Bresson. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Le Festival du Regard à Cergy-Pontoise, c'est jusqu'au 29 novembre prochain et toutes les expositions sont gratuites. Et ben voilà encore une très belle actualité cette semaine. Ouais, alors, pour réagir, moi, ce que je retiens d'abord, c'est peut-être l'enthousiasme de Plossu, en fait. C'est cette donne espèce envie, hein. de joie qu'on sent quand il s'exprime, que moi j'ai ressenti en étant là-bas. Et c'était vraiment un énorme plaisir de pouvoir suivre ce photographe parler de ses images comme ça. Il faut aller à Cergy. Je dis pas ça que parce que tu es là, Sylvie, mais vraiment, en ce moment, ça fait du bien de voir de la photo, ça fait du bien de se déplacer. Avec toutes les précautions sanitaires, le son est pas très bon, on l'entend. Bernard s'exprime avec un masque, mais ça fait du bien. Voilà. Sylvie, le festival est ouvert depuis quelques jours maintenant. Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a mis beaucoup. Enfin, ça a été très compliqué de le monter. On a dû décaler. On était prévu en mai-juin et il a fallu décaler en octobre. C'est pas la meilleure saison, mais en même temps, on est ravis d'avoir pu ouvrir et de montrer ces expositions autour du thème des voyages extraordinaires. Quand on a choisi le thème avec Mathilde Théraube, qui est la co-directrice artistique, on n'imaginait pas. Il faut voir qu'un festival, ça se déroule sur environ 9 mois, quoi. Il y a 9 mois de gestation. Hein, c'est comme un accouchement. et en fait, en octobre dernier, quand on a commencé à imaginer le thème, on n'imaginait pas qu'en 2020, on ne pourrait plus voyager aussi librement. Et ce qui est très agréable et très gratifiant, c'est le public nombreux qui vient, malgré effectivement les restrictions, les conditions sanitaires qu'on connaît, et qui nous dit merci de nous faire voyager par procuration. Donc ça, je dois dire, c'est énorme pour moi. Enfin, ouais. Et petite question, comment ça se passe pour la Galerie Fisheye dans ces temps ? On parle justement voilà, des restrictions, des interdictions, comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Il a fallu un petit peu s'adapter, adapter un petit peu les horaires d'ouverture. On a en ce moment exposé le prix Picto de la photographie de mode avec Adeline Carr, un projet qui s'appelle Aito Je Brûle, qui est un très bel accrochage. On est très fiers. Voilà, on réinvente un peu la roue toutes les semaines, ce que je dis beaucoup en ce moment, mais c'est un peu vrai. On est toujours en manque de perspective en fait. Donc on essaye de trouver des solutions. Mais en tout cas, pour l'exposition du prix de la photographie de mode, on a réussi à faire fonctionner l'exposition. On a des retours critiques qui sont très positifs. Donc, je vous invite à venir voir l'exposition jusqu'à ce week-end. Bon, super. Benjamin, tu as pris en main le nouveau boîtier Fuji, là, le XS10 que tu as dans les mains. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, après quelques jours de manipulation ? Je peux dire qu'il fonctionne déjà. Ouais, voilà. On est sur du classique quand on connaît un petit peu ce que fait Fuji, voilà, dans un format très compact avec la stab. C'est apparu sur le XT4, enfin auparavant sur le GFX 100, d'autres boîtiers dédiés à la vidéo, le XH1. Voilà, c'est tout le savoir-faire de la marque qui se retrouve dans un gabarit très très compact avec un écran sur rotule. Il faut que j'approfondisse un peu plus, mais on est encore une fois sur une tendance très marquée sur la vidéo avec ce type d'écran. Et on sent que vraiment, Fuji ne fait pas exception. On parle des hybrides 24-36 qui vont vers la vidéo. On sent que tout le monde va sur ce créneau-là. Donc, à nous aussi de nous adapter par rapport à ces nouveaux usages. En tout cas, il est tout petit, tout compact, il est super beau. Enfin, il donne vraiment envie là, ce nouveau boîtier. Ils se sont appliqués sur le dessin du grip, ce qu'on peut reprocher souvent à des boîtiers de petite taille comme ça. Ça tient bien en main. Déjà, c'est pas mal. Bon, 1 259 € pour le dernier iPhone. C'est des prix évidemment stratosphériques. Vous faites des photos, vous, un peu avec votre smartphone ? C'est un appareil photo pour vous ou pas du tout ? C'est un bloc-notes, moi je dirais. D'accord. Voilà. Oui, j'ai fait effectivement des photos, par exemple pendant le festival, du public ou des choses comme ça, mais en fait, je ne vais pas les destiner ensuite à mon portfolio, voyez-vous. On va en parler. Et toi, Jean ? De même, mon téléphone, c'est vraiment un outil de travail. Ça me permet de
créer des purs documents en fait dans le cadre de mon travail ou de ma vie. Voilà, mais non, je suis pas du tout un bon photographe de téléphone portable. Bon, vos réponses ne m'étonnent pas du tout. On passe à la suite et je donne la parole à Benjamin pour ton histoire hebdomadaire. Donc cette semaine, tu vas nous emmener sur le champ de course et tu vas nous raconter l'histoire d'une légende qui fait rêver pas mal de turfistes. Je vous présente la story de Benjamin. On l'appelle le Zidane du trot. Jean-Michel Bazir n'exprime pas son talent sur les rectangles verts, balle au pied, mais sur les tracés oblongs des hippodromes, cravache à la main. Cette flatteuse comparaison avec l'illustre footballeur, le jockey la doit à son talent, à son goût pour la gagne. Une soif de l'or que le roi de Vincennes assouvit depuis près de 40 ans. 6 421 victoires en 27 630 courses, 20 sulky, en or bien sûr, 3 prix d'Amérique. La vie de Bazir, JMB pour les intimes, s'étire sur la toile du site L'Équipe Explore, comme un roman photo, sous la plume de Stéphane Lhermitte, digne d'Audiard, et l'œil aguerri de Franck Séguin. Au fil des chapitres, se dessine un univers impitoyable. Faut du résultat, sinon tu bouffes la grenouille, confesse un lad qu'on imagine sous les traits de Ventura ou Belmondo. Gueule casquée, Bazir ressemble à un pilote auto des années 50, avec son cache-col et ses larges lunettes qui barrent son regard tel un pare-brise. Il y a du De Niro, de la grande époque, chez ce taiseux aux traits durs. Il mène un train de vie austère, loin des spots de pub ou des soirées bling-bling de la capitale, dans la vie d'avant. Il se lève à l'aube, il harangue ses attelages dans la brume. Au bout, une clope et un café, sa récompense. Le portrait multimédia de ce gouailleur aux reins fragiles, foudroyé par un AVC en pleine course il y a 8 ans, défile à l'horizontale sur le site de l'unique quotidien sportif du paysage médiatique hexagonal. On le dévore, sans cravacher, que le tiercé soit son dada, ou pas. Bah dis donc, ça donne envie de voir ça. Hein. Alors c'est quoi du coup l'équipe Explore ? Alors, l'Équipe Explore, c'est un site dans le site, on va dire. C'est une page sur laquelle on peut trouver différents formats comme ça, multimédia, où texte, photos, vidéos sont mêlés et racontent une histoire, en l'occurrence l'histoire de ce personnage que moi je ne connaissais absolument pas et qui mérite vraiment d'être découvert. On peut aussi lire un portrait de Kylian Jornet, par exemple. Voilà, des gens un petit peu à part, qui ont de grands navigateurs. Le format est très séduisant, je trouve, et j'avais envie de parler de ce support multimédia alors qu'on va parler de portfolio. Et je vous invite vraiment à aller voir. Ce sujet vient d'être auréolé d'un prix, le prix RTL Philippe Chaffanjon. Et au-delà de ça, vraiment, il y a du talent. Et puis, il y a l'œil de Franck Séguin que je connais bien, voilà, le rédac-chef des photographes à l'équipe. Et c'est vraiment du beau boulot. Et excellent photographe par ailleurs. Excellent photographe. Ouais. Ouais. Très impressionnant. Ok, super. Bah, écoute, merci Benjamin de nous avoir fait découvrir cette histoire qui est donc à retrouver sur le site de l'équipe. Sur le site de l'équipe. L'équipe.fr.com. L'équipe.fr, absolument. L'équipe.fr. Ouais. Ok, très bien. Alors, il est temps de passer au sujet principal de cette émission. Je vous le rappelle, la question qu'on va essayer de se poser, à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement, est-ce que la réalisation d'un portfolio de photographe a encore du sens en 2020 ? Alors, on va essayer de repositionner un peu le contexte pour commencer. Et je vais commencer par la définition de ce qu'est un portfolio. Alors, je suis allé voir ça sur Larousse. Alors, évidemment, il y a plusieurs définitions pour ce mot, mais il y en a deux qui se rattachent très facilement à l'activité d'un photographe. Alors, la première, c'est celle-là. Ensemble d'estampes ou de photographies à tirage limité réunies sous emboîtage. Et la seconde, c'est un dossier constitué d'une sélection de clichés d'un photographe. Alors voilà, est-ce que ça a encore du sens en 2020, à l'heure du 100% digital, à l'heure d'Instagram, la course au like, la course aux followers, de réaliser un portfolio au sens noble du terme, c'est-à-dire un objet physique avec des beaux tirages en papier. Et peut-être pour commencer, on dit quoi Sylvie ? On dit un portfolio ou on dit un book ? Non, on dit un portfolio. En fait, moi, je tiens beaucoup à cette appellation, puisque dans son étymologie, comme tu l'as souligné, Arthur, il y a le mot folio, et folio, c'est la feuille de papier. D'accord. Donc, c'est important de parler du support papier. Et au travers du livre que nous avons fait avec Jean-Christophe Béchet, on a interrogé énormément de professionnels, et quelque chose qui revient de façon générale, c'est que les lecteurs de portfolios aiment voir des portfolios
imprimé sur papier ou tiré sur papier. D'accord. Alors, dans ton livre, que j'ai parcouru avec grande attention, il n'y a pas qu'un seul type de portfolio. Il y en a 7. Oui, on a établi 7 familles de portfolios parce qu'en fait, il y a différents types de portfolios. Il y a le portfolio pour le jeune photographe qui veut se faire connaître, c'est celui le plus communément admis, connu, etc. Mais il y a aussi le portfolio qu'on peut faire pour soi, pour transmettre des photographies à sa famille. Il faut voir quand même qu'aujourd'hui, avec le numérique, on fait énormément d'images. Elles vont rester dans des disques durs. Qu'est-ce qui va rester de ces images-là si elles ne sont pas imprimées sur papier? Donc là, c'est quelque chose dont on a vraiment le souci avec Jean-Christophe Béchet. Et il y a aussi le portfolio qu'on peut faire comme un objet destiné à la vente, c'est-à-dire un objet de qualité. On a quelques exemples dans le livre de photographes qui font ça un peu comme des livres d'artistes. Il y a le portfolio d'artiste qui est un portfolio aussi qui a un bel objet et qui peut être déclinable en 5 exemplaires et destiné à la vente à un certain prix. Voilà. Mais du coup, quel va être l'intérêt de faire un portfolio pour garder une trace par rapport à un livre photo, par exemple? Je dirais que l'avantage du portfolio, c'est que justement, dans portfolio, il y a porte-arrêt, le côté manipulable, c'est-à-dire qu'on peut... en fait, un portfolio, ça évolue. C'est ça la différence. Un livre, ça reste figé. C'est-à-dire, une fois qu'il est relié, le livre, tu ne peux pas changer une photo à la place d'une autre, quoi. Ou alors, tu refais un autre livre. C'est possible. Mais le portfolio, c'est l'avantage, c'est que les photos étant manipulables et on peut, dans la boîte, changer au fur et à mesure du temps. S'il y a une photo qu'on trouve moins bonne ou qu'on a envie de modifier son editing, c'est envisageable. D'accord. Jean, toi, tu es souvent, en tant que directeur de galerie, confronté à des portfolios. Les gens viennent spontanément toquer à la galerie pour te montrer leur travail. Comment ça se passe? Ouais, je pense que vous seriez surpris du nombre de portfolios qu'on nous envoie parfois, et je le regrette un peu, de façon très automatique, très envoie un peu de masse, quoi. Un peu l'impression d'être dans une newsletter avec 3000 galeristes, et puis on va dire voilà mon portfolio, voire pire, voilà le lien pour mon site. Bon, voilà, quand même. Mais sinon, en effet, il y a des gens qui poussent la porte de la galerie, ce que je préfère comme démarche, parce qu'il y a quand même une rencontre qui est importante, et je pense que Sylvie met un point qui est quand même assez important entre la différence entre ce que va être un livre et un portfolio. C'est la partie manipulation et, selon moi, évolutive, qui est en transition. C'est-à-dire que le portfolio, on n'est pas dans une forme qui va être figée. On va avoir avec un éditeur, une préface, une postface, ma vie, mon œuvre, 2010-2020. On va être sur quelque chose, hein, voilà mon travail, l'état de mes recherches, et ça peut être amené à changer. En tant que directeur de galerie, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches une vision d'ensemble d'un travail? Tu recherches une série plus particulière? Alors, là, oui, c'est une question plus précise. Dans une lecture de portfolio, moi, ce que je cherchais, c'est des gens avec qui travailler. Donc, nécessairement, là, c'est pas juste la question du portfolio, c'est la question de l'interlocuteur qu'on va chercher. Et bon, j'y réponds parce que c'est un sujet qu'on me pose souvent. Mais évidemment, en tant que galeriste, ce qu'on cherche, c'est des projets complets, en fait, hein. Une photo ou une série de 10 photos voilà, qui n'ont pas de lien entre elles, etc. Enfin, ça peut être très beau, mais s'il n'y a pas une densité intellectuelle, un véritable artiste derrière, ou un auteur, disons, pour rester dans les termes plus photographiques, en effet, là, ça sera moins cohérent avec ce qu'on fait à la galerie. D'accord. Mais par exemple, juste pour conclure là-dessus, on fait régulièrement des lectures de portfolio avec des étudiants, par exemple. Donc là, c'est toujours ma qualité de galeriste. Donc moi, je leur parle comme un marchand d'art, mais pas du tout avec le même recul et pas du tout avec les mêmes recherches. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager sur une exposition comme ça avec un étudiant qui vient nous montrer un travail non abouti. Par contre, on va réfléchir avec lui à comment déjà montrer un petit peu son portfolio, ce qu'il y montre, les écueils, les références éventuellement qu'il ne connaîtrait pas, etc. Alors, ça me permet de rebondir sur un truc. Alors, j'imagine bien qu'il n'y a pas de règle absolue en la matière, mais combien de photos on doit, ou on peut, ou on devrait mettre dans un portfolio? Sous-entendu, quel est le temps de cerveau disponible pour un galeriste au moment où il découvre un travail? Alors, il faut savoir que les lectures de portfolio, généralement, elles sont calibrées sur un temps donné. Donc, vous avez entre 20 et 30 minutes pour présenter votre travail. Donc, moi, ce que je conseille, et c'est ce qu'on a conseillé au travers du livre, déjà, bien préparer sa lecture. On va y revenir, je pense, mais ne pas trop montrer d'images, mais pas en montrer non plus
trop peu. Enfin, l'équilibre, il est là. Donc moi, je conseille entre 20 et 30 tirages d'une série homogène et éventuellement un plan B si jamais la série ne plaît pas à l'interlocuteur, avoir une deuxième série à montrer sous le coude. Là, on parle de tirage, mais quelle est la place du texte dans tout ça ? Alors, le texte, d'abord, il faut un titre à la série. Moi, je conseille toujours d'avoir un texte de présentation à l'intérieur qu'on ne va pas lire, parce que si on lit devant un interlocuteur, du coup, il y a quelque chose, un petit fluide qui ne passe pas, quoi, il faut que ça soit naturel dans la conversation. Et aussi un CV qui est glissé dans la boîte. Je dis une boîte parce que c'est souvent la meilleure présentation possible, c'est-à-dire un ensemble d'images tirées sur papier dans une jolie boîte. Il faut soigner la présentation, je crois que c'est essentiel. Et le texte, alors tout dépend du portfolio, parce que là je donne des règles générales, Bien mais sûr, évidemment ça dépend vraiment de... moi j'ai vu des portfolios des fois qui étaient des photos gravées sur verre, donc là on peut dire oui, le texte on te le met au burin sur la pierre, quoi. Enfin, tu vois, mais donc voilà, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de portfolios, mais globalement, la place du texte, elle est une feuille A4 dans le portfolio qui explique la démarche de l'auteur, plus une bio. Il y a presque de la séduction. Je crois avoir lu Rendez-vous amoureux quelque part. Oui, dans j'ai tes dû écrits. écrire ça. Ouais, Oui. ouais. Ça m'étonne pas de moi. Ouais, Le speed dating de la photo, quoi. C'est un peu le speed dating de la photo. Mais c'est vrai que c'est un peu comme un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous d'embauche. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les atouts de son côté. C'est-à-dire on se présente bien, on s'entraîne un petit peu avant, on se renseigne sur la personne. Et je trouve que c'est très intéressant ce qu'a dit Jehan, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient vous voir et qui ne sait absolument pas ce que vous faites. Moi, si je fais de la photo animalière, je ne vais pas aller voir Jehan pour exposer chez lui. Ou alors, ça veut dire que j'ai jamais mis les pieds dans sa galerie. Il n'y a rien de plus insultant. C'est une histoire de respect mutuel, c'est une histoire de séduction si on veut, mais voilà, il faut montrer son travail et le mettre en valeur le mieux possible au travers de ce qu'on est, parce qu'en fait, le portfolio doit être aussi le reflet de ce qu'on fait soi-même. Hein. La photographie, c'est quelque chose d'assez intime, on révèle une partie de sa personnalité, donc il faut qu'elle se montre sous le meilleur jour. Alors, moi, j'ai une question vis-à-vis de ça et des lectures de portfolio, qui est un exercice qui m'a toujours un peu fasciné. Alors, je sais que ça se fait beaucoup. C'est particulièrement mis en scène à Arles, où on a donc les grandes lectures de portfolio hyper prestigieuses avec des grands noms. Il faut s'inscrire 1000 ans à l'avance, il faut payer une fortune, tout est très calibré. Puis il y a les lectures de portfolio un peu plus underground dans le off. Moi, je me rappelle, j'ai des amis, nous avons des amis en commun avec Jehan qui ont un peu hijacké cet exercice. Ils ont créé un photographe complètement délirant qui s'appelait Carlos Figueras. Ils ont acheté un calendrier de photos d'îles désertes sur une aire d'autoroute et sont arrivés comme ça à Arles. Ont organisé une conférence de presse qui était très convaincante, avec un discours qui était très convaincant, et on proposait des lectures. Bon, bref, qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, quand ils vont faire une lecture de portfolio ? Que veux-tu dire, les experts qui lisent les portfolios ? Alors, les deux, les gens qui viennent montrer leur travail et les experts qui les regardent. Enfin, c'est difficile de généraliser, mais tu vois, j'ai organisé dans le cadre du Festival du Regard des lectures de portfolio gratuites. Donc c'était hier, dimanche après-midi, avec des personnalités que je connais, qui sont bienveillantes et qui venaient là sur leur temps de travail de façon tout à fait bénévole, parce qu'il faut savoir quand même que la plupart du temps, les experts que vous allez rencontrer sont bénévoles, ils ne sont pas rémunérés pour ça, donc pour donner des conseils. Donc c'est vraiment Patricia Morvan de l'agence Vue, elle était vraiment là dans le sens où elle voulait aider des jeunes photographes ou moins jeunes à trouver, soit à leur indiquer le nom d'une galerie, soit leur indiquer le nom d'un éditeur si le travail en valait la peine, ou tout simplement donner des conseils sur comment était organisé le portfolio, comment on pouvait l'améliorer. Donc il y a des lectures comme celle de Arles que tu cites, qui coûtent relativement cher, mais où tu peux rencontrer des gens qui sont directeurs d'institutions à l'étranger que tu n'aurais pas la chance de rencontrer par ailleurs. Ces gens, j'imagine que ces personnes-là ont d'autres exigences. Ils sont plus dans la recherche peut-être d'une future exposition à montrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que les photographes viennent en acceptant de payer un certain prix pour montrer leur travail et espérer une exposition. Les prix, c'est 300 €, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 270 € pour 5 lectures. 5 personnes, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il y a tout type de lecture. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qu'ils attendent, les experts. En gros,
ils attendent une belle rencontre. Quelquefois, là aussi, hein, comme dans une histoire d'amour, quelquefois ça match et quelquefois ça match pas. Donc, soit c'est pour. Moi, je sais qu'en tant que lectrice de portfolio, moi, je fais des lectures de portfolio à la Maison européenne de la photo. Je le fais aussi des fois dans des festivals. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'exposer des photographes. J'ai une belle histoire l'année dernière sur le thème habité, parce que les éditions du festival sont thématisées. Et l'année dernière, sur l'édition, sur le thème habité, j'ai exposé une photographe que j'avais vue en lecture de portfolio, qui avait fait un travail sur la cité Gagarine. Et je trouvais son travail formidable et j'ai décidé de l'exposer l'année suivante. Donc voilà, tout est possible. Et toi, Juan, quel est ton rapport au portfolio en tant que support? On parle beaucoup de papier, En alors tant on qu'objet. connaît l'attachement de Sylvie au papier. D'ailleurs, moi j'ai apprécié les tirages Fresson aussi sans verre là, au Festival du Regard. C'est une expérience visuelle intéressante, qu'il faut voir. Mais toi, quel est ton regard par rapport aux différents supports qui existent, et est-ce qu'un portfolio doit obligatoirement être présenté sur papier en 2020? Selon moi, et je pense que Sylvie le dit bien, le portfolio, il a deux points d'entrée. C'est-à-dire que nous, en tant qu'experts, ça nous permet de nous nourrir, littéralement. Enfin, on n'est pas dans ces métiers par hasard, on est des passionnés de l'image, et donc il y a les expositions, les festivals, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a aussi envie d'être à la source vraiment et de voir ce qui émerge et de rencontrer les artistes au plus proche, et souvent à l'état du brouillon même. Et donc de ce côté-là, c'est eux qui nous apportent quelque chose. Et il y a un autre point d'entrée qui est ce que nous, on peut apporter, quelle est la collaboration qu'on peut créer. Donc je pense que ces deux points d'entrée peuvent créer nécessairement une confusion dans l'objectif. Pourquoi on fait la lecture de portfolio, pourquoi on est là en fait, hein. On parlait de Arles, et je reviens juste sur le FOF parce que c'est quand même une expérience qui était assez rigolote. Pour brosser un peu le portrait, on est cours de l'Archevêché, on est en plein mois de juillet, enfin début juillet. Plein cagnard. Plein cagnard, Chaud. il fait 50 degrés, on est sous des petites tonnelles en plastique. Et merci au festival Voix Off d'organiser ça, parce que c'est vraiment très bien. Mais c'est hyper éprouvant, quoi. Et donc on se retrouve là, les photographes attendent pendant des heures, nous en tant que lecteurs on fond complètement. Et donc avec Carlos Figueras, Carlos Figueras qui est un personnage fictif, hein, je suis obligé de le préciser parce que ça a créé tellement de confusion. On avait pris une table à l'extérieur de la cour de l'Archevêché, on était arrivé, on avait posé une table au milieu de la cour de l'Archevêché, on faisait des lectures de portfolio, donc en étant absolument personne, hein, aucune institution, etc. Et on faisait des lectures de portfolio à la longue vue, des trucs complètement hallucinants, et c'était vraiment intéressant d'avoir le regard des photographes qui d'un coup venaient s'asseoir en disant, en fait, vous êtes qui, vous? Parce que clairement, vous avez l'air déjà de boire pas mal, alors que les autres, pas trop, d'être complètement à perruque, etc. Enfin, d'être vraiment dans la déconnade, alors que c'est très sérieux autour. Les gens venaient et nous montraient le portfolio. On faisait vraiment une lecture de portfolio, pour le coup, de façon très, très décalée. Et en fait, c'était très intéressant d'avoir ce rapport. Donc, des artistes qui étaient là, en fait, on parle de mon travail. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais on parle de mon travail sans cette pression de... je sais pas, est-ce que c'est un date? Est-ce que c'est un rendez-vous d'embauche? Est-ce que vous allez adorer ce que je vous montre et c'est le lancement de ma carrière? Ce qui est en fait hyper pénalisant dans la discussion, parce que quand il y a trop d'attentes d'un côté ou de l'autre, il y a un blocage qui se crée, quoi. Voilà, ça c'était pour revenir là-dessus. Sur l'objet en tant que tel, en tant que passionné de photographie, ça m'importe peu en fait de voir le projet. Tant qu'il y a une cohérence, une densité, qu'il y a un vrai respect, ce que disait Sylvie, c'est-à-dire qu'on montre le projet parce on s'est renseigné sur ce que je fais, ce que je fais moi, pas forcément personnellement, mais ce que fait Fisheye, et puis ce qu'on peut éventuellement mettre en place ensemble. Très bien. Après, en tant que galeriste, littéralement au quotidien, je vends des œuvres d'art, donc j'ai aussi besoin d'avoir quelque chose, quelqu'un qui n'a pas réfléchi à la forme, à l'objet. Ça va être, on est un peu à mi-parcours, quoi. Donc voilà. Nécessairement, quelqu'un qui vient et qui me dit, là on parlait des tirages Fresson, quelqu'un qui me dit voilà, tout mon travail c'est des tirages Fresson en 15 par 30, enfin en 20 par 30, puis 15 par 30 ça forme un peu étrange, mais en 20 par 30, voilà, je sais de quoi on parle. Là, il me dit moi ce sont des tirages Cibachrome qui sont dans ma cave depuis 1960 et qui font 2 mètres par 3, c'est une autre exposition. Complètement une autre exposition. Donc, et ça sera un autre public, ça sera un autre prix de vente, ça sera d'autres collectionneurs, etc. Je suis complètement d'accord. Je reviens peut-être un peu plus les pieds sur terre. C'est un coût. C'est un coût de faire un portfolio, un beau portfolio, hein. Mais moi, à mon sens, en 2020, déjà, il faut pouvoir avoir accès
à ces fameuses lectures de portfolio, à ces galeries. Faut pouvoir y aller, soit c'est organisé, soit faut y aller un peu au culot spontanément. Mais bon, Attention avec le culot quand même. Parce qu'il y a, vous pouvez tous aller à la galerie Fisheye. Non, mais il y a des moments, et je pense que c'est important d'y revenir. Par exemple, nous, quand on est sur des foires, on se fait solliciter par des photographes. Ouais. C'est pas du tout le lieu. C'est-à-dire que nous, on est en train de travailler sur autre Alors chose. comment on fait pour obtenir un rendez-vous? On peut venir à Paris Photo me demander une lecture de portfolio après. Ça, pour le coup, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Et venir avec son portfolio sur une foire et dire voilà, est-ce que je peux vous montrer mon travail? En fait, d'emblée, quelle que soit la qualité du travail ou la relation qu'on aura avec la personne, il y a déjà un décalage. On dit mais en fait, vous n'avez pas compris comment fonctionnent les choses, comment on peut travailler ensemble, parce que là, moi, littéralement, je suis disponible pour présenter le travail d'autres artistes, pas pour en découvrir. À ce moment-là, ça dure 4 jours pendant la foire, c'est juste pas à ce moment-là. Franchement, c'est facile. Aujourd'hui, il y a plein de lectures de portfolio, il y a plein de festivals qui en organisent et beaucoup sont gratuites ou un petit peu payantes. Donc, oui, franchement, non, c'est pas compliqué quand on est un petit peu malin et qu'on regarde sur les sites internet des différents festivals de s'inscrire à des lectures. Honnêtement, c'est devenu relativement facile. Et tu dis que ça a un coût. Oui, ça a un coût, évidemment, mais l'appareil Fuji que tu viens de présenter, Benjamin, il a un coût aussi. Moi, je sais que je suis toujours un peu estomaquée d'entendre dire vous comprenez, moi, je ne peux pas me payer des tirages, alors que je vois devant moi un amateur photo qui a un appareil à 2000 € et qui s'est acheté un objectif à grande ouverture qui coûte autant. Oui, ça a un coût, mais la photographie a un coût, de toute façon. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir là-dedans? Parce que c'est quelque chose qui va rester, ne l'oublions pas. D'accord. Et alors, je pousse mon raisonnement un petit peu plus loin, parce que moi j'aime bien la position de Fisheye dans sa globalité, puisque donc il y a le magazine, évidemment, il y a les galeries, et il y a tout le travail que vous faites sur Instagram, surtout, où vous avez un compte qui est extrêmement puissant, vous faites un énorme travail de curation pour mettre en avant des talents et des photographes sur votre compte. J'ai même vu pendant le confinement que vous avez organisé des lectures de portfolio en live sur Instagram, quoi. Donc, est-ce qu'on peut considérer d'une certaine façon qu'un compte Instagram peut s'apparenter à un portfolio et qu'il peut permettre de sortir du lot? Je suis en train de bondir sur ma chaise. C'est un débat, justement. Mais Jean, peut-être, ouais. Oui, alors c'était intéressant, ces lives Instagram pour les lectures de portfolio. On s'est rendu compte très vite des limites du support, parce que sur un écran de téléphone, on a 2 bandes, les gens nous montrent leurs photos à travers. Donc il y a un truc technique qui est franchement pas optimal, mais dans cette relation pendant le confinement où on proposait en fait de aller à la rencontre des photographes, et au final c'est quelque chose qu'on continue. Je pense que c'est plutôt échanger autour des projets. On a des gens chez Fisheye qui sont quand même très expérimentés et qui ont des retours qui sont souvent très pédagogiques ou très bienveillants. Et je pense que c'est plus ça l'idée, c'est de parler du projet, donner des directions sans être dans la confrontation finale avec l'objet dont parle Sylvie. Là, et c'est d'ailleurs parce que c'est maintenant tous les premiers lundis du mois, on a décidé de pérenniser ces lectures de portfolio en live sur Instagram. Ça permet de parler en fait avec cette communauté, de faire des retours aux photographes. Donc on est plutôt sur la phase très principale de la lecture de portfolio, mais pas trop dans l'objet pour le coup, quoi. Alors peut-être que ça permet de séduire un public jeune, on va dire. Parce que j'imagine que ça doit être une tranche d'âge relativement jeune, non Oui, alors le public est en fait assez large, mais c'est surtout, je pense que ce qui a beaucoup plu dans ces lectures, c'était le côté, c'est facile en fait, tu vois. Enfin, t'es chez toi, oui. tu regardes sur ton téléphone et c'est tu bien dis, ça qui me je demande pose une problème, invitation, parce que et puis on regarde tes images, quoi. Ouais, c'est peut-être mon éducation judéo-chrétienne qui fait que moi, c'est dans la douleur que ça se passe. Non, mais un portfolio, soyons sérieux, 5 minutes, mais un portfolio, c'est quelque chose qu'on élabore, voilà, c'est pas un ensemble de ses meilleures images, parce que Instagram, les comptes Instagram, c'est souvent ça, c'est un ensemble de bonnes images qu'on a envie de faire connaître, et c'est très bien, j'ai rien contre ça. Mais un portfolio, c'est autre chose. C'est vraiment un objet réfléchi, où on va mettre tous les atouts de son côté. Donc on va réfléchir à la série au sens qu'elle a. C'est souvent un travail qui est fait sur plusieurs années, et qu'on fait aboutir en choisissant le papier qui convient,
qui soit texturé, pas texturé, brillant, pas brillant. Et les marges, pas de marge, tout ça doit être pensé, réfléchi, et au final pour donner un objet. Et cet objet ensuite va vous caractériser. Et aujourd'hui il y a énormément de photographes, il y a énormément de bons photographes, donc il faut que cet objet soit le mieux possible. Donc pour moi je veux dire, j'ai rien contre Instagram, mais c'est différent. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même démarche. Mais est-ce que ça ne doit pas cohabiter? Est-ce que un jeune photographe qui veut se lancer aujourd'hui ne doit pas être à la fois présenter un portfolio dans les règles de l'art et présenter un profil Instagram? Oui, alors après, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de photographes ont tendance à poster de façon un peu frénétique un travail en cours. Et par exemple, moi, je trouve que c'est bien quand on fait un portfolio, quand on a une histoire qui tient la route, de ne pas trop dévoiler à l'avance ce qu'on fait sur Instagram. Voilà, c'est des stratégies à occuper, à prendre. Oui, il faut avoir les deux. Mais je pense qu'on ne poste pas la même chose. Enfin, je crois qu'il faut avoir une stratégie à ce niveau-là. Et le portfolio, c'est le portfolio. Le compte Instagram, c'est le compte Instagram. Et pour moi, c'est pas forcément la même chose sur les deux supports. Je suis assez d'accord avec Sylvie là-dessus. Un compte Instagram, ce n'est pas un objet. Alors, ça permet de faire savoir. C'est toujours un peu la problématique pour les photographes. Ils doivent savoir tout faire. Faire leur communication, leur compta, faire des photos, organiser leur... Voilà. Donc ça fait partie de la communication le plus souvent. Et c'est vrai que chez Fisheye, nous, on aime bien aller se nourrir de cette génération d'auteurs qui en fait prend pas forcément en compte des codes très établis d'un monde de la photo comme on pourrait le connaître et qui postent leurs photos sur Instagram et nous on se nourrit de ça. Il y a beaucoup d'échanges et c'est très intéressant et très important. Mais c'est pas un objet. Un objet. Donc à un moment, est-ce qu'on a besoin d'un objet? Parce que tu disais, c'est un photographe. Moi, j'ai un vrai problème avec le mot photographe. Enfin, c'est une profession qui englobe tellement de choses. C'est-à-dire que si vous vous revendiquez comme étant un photographe de reportage, le but c'est de montrer une actualité documentaire. J'ai aucun problème à ce qu'en fait tout soit fait sur Instagram, parce que là, l'objectif, ça va être de partager une information potentiellement un peu à chaud, parce que bon, voilà, ou alors il y a des reportages évidemment plus long cours, mais quelque chose qui s'inclut dans un moment présent. Si vous vous revendiquez comme étant alors photographe plasticien, qui est un mot que j'aime pas du tout, mais disons un artiste, Instagram, ça va être bien pour parler de votre processus intellectuel, mais pour parler de l'objet, ça ne sera pas du tout adapté. Enfin, vous allez montrer des œuvres sur un téléphone qui fait 12 pouces. Enfin, par contre, comme tu dis, pour se rendre compte de l'effort parfois qu'il faut faire ou des outils qu'on utilise, là, pour le coup, Instagram et le côté coulisses, c'est intéressant. Je pensais à Eric Bouvet, qui photographie beaucoup, qui se met beaucoup en scène avec ses plaques qui grimpent dans la montagne, qui amènent ses chambres. C'est intéressant. On voit l'envers du décor, on voit que pour parvenir à certains résultats, il faut certains outils. La partie making-of est selon moi hyper importante sur Instagram. Mais ça reste le making-of, il ne faut pas se mentir. Hein. On est dans de la communication sur le travail. On n'est pas dans la présentation du travail. Complément. Oui. Le portfolio, c'est la présentation du travail. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux et que c'est des stratégies à adopter, effectivement. Très bien. Est-ce que vous avez une anecdote, un portfolio qui vous a marqué ou une manière, un truc un peu marrant que vous avez pu vivre au cours de votre carrière d'expert portfolio? Ouais, mais ça fait forcément partie en fait de notre. Là pour le coup, on se rapproche vraiment du speed dating, quoi. On a vraiment une histoire. Voilà, ça s'était passé comme ça, et puis l'histoire qui devient rocambolesque, et puis on la raconte un peu toute notre vie. Alors bon, en plus chez Fisheye, on aime bien s'échanger un peu. Tiens, j'ai vu telle personne. Alors pour le coup, il y a des côtés très positifs. Hein. J'ai vu telle personne, tu devrais le voir parce que c'est super. Il va sortir un livre, on le renvoie vers Eric Carcenti, vers les journalistes, etc. Selon nos différents métiers. Il y a aussi des moments où on se retrouve dans des situations qui sont complètement ubuesques, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, je crois que j'étais à Arles, on venait d'ouvrir la galerie, il y avait énormément de gens en fait, qui passaient et qui me demandaient tout le temps de lire leur portfolio. Alors, au début, j'ai fait super, j'étais un peu flatté, quoi. Très bien, regardons votre portfolio, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, à chaque fois que j'allais dire oui, en fait, les gens allaient venir me proposer leur travail sans même se rendre compte de ce que faisait, quel était le. Donc, à partir de là, j'ai commencé à mettre un petit peu des barrières. Mais il y avait cette personne qui était venue me montrer un travail. Un portfolio hyper important avec vraiment plein d'images, et je commence à tourner les images, et là je vois des trucs
hyper gore, quoi. Et moi, j'ai un vrai problème avec le sang, donc plus je suis là, je lui dis attention, parce qu'en fait, moi, je peux pas regarder des images trop comme ça, sinon je vais tomber dans les pommes, littéralement, quoi. Il fait, ah bon, bah c'est un sujet sur les sacrifices animaux. Ah, ok, bon, voilà. Alors j'étais là, bon, super. Ça va être compliqué, quoi. Donc j'essaye de vraiment prendre sur moi, de regarder son travail, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment important, et c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais quand un photographe nous présente son portfolio, il met ses tripes sur la table, vraiment, c'est son bébé qui est là. Donc on peut pas dire n'importe quoi, on peut pas dire bon, ça me plaît pas, merci, au revoir, je vais prendre un café avec Arthur. On est obligé, puisqu'on a décidé de s'impliquer à fond, avec une diplomatie qui est hyper importante, parce qu'un mot peut choquer, un mot peut déranger. Donc bon, bah voilà, alors parlons de ces sacrifices animaux. Puis je continue le portfolio et je vois plein de choses. Des photos d'enfants, des trucs. Je ne comprends rien. Littéralement, je ne comprends rien. Et j'essaie de poser des questions. Je ne comprends pas le projet. Des photos d'enfants sur le sacrifice animal ? Oui, non, mais en fait, c'était un projet qui était complètement décousu. D'accord. Donc voilà, bah, ça se voyait physiquement. On voyait le portfolio, ça n'avait aucun sens. Et malgré tous les efforts que tu peux mettre, je ne comprenais pas, quoi. Et à la fin, cette photographe me dit bon, bah d'accord, je vois que ça ne vous a pas forcément hyper plu. Mais moi, j'avais une question quand même à vous pose. Voilà, j'aimerais savoir, parce qu'on m'a vraiment fait la réflexion, est-ce que vous pensez que c'est vraiment grave que je mélange des photos qui sont prises de jour et des photos qui sont prises de nuit ? Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on ne s'est pas compris depuis le début. On est très loin. On est très loin. Moi, dans mon parcours photographique, etc., histoire de l'art global, le fait de mélanger des photos de jour et de nuit, ça me semblait dingue. Je me suis dit, mais en fait, on ne parle juste pas du tout de la même chose, quoi. Et du coup, c'est une histoire qui m'est restée, photos de jour et de nuit. Alors, je sais que pour certains photographes, c'est pas mélanger la couleur, noir et blanc, etc. Peu importe, enfin, et je le dis voilà, ouvertement, si cette personne nous écoute dans ce podcast, quoi. Faut pas se mettre des contraintes pareilles. À un moment, si on a un projet et qu'on a des choses à dire, peu importe la forme, en fait. Exactement. Sylvie, une histoire drôle ? Ah bah, j'en ai pas mal, et d'ailleurs dans le livre que nous avons fait chez Erol, Concevoir son portfolio, on donne la parole à des photographes qui ont fait des lectures et qui racontent des fois leur déception, parce qu'il y en a, notamment Michael Serfati qui a un beau travail et qui le présente pour la première fois au Off aussi de Arles, et il s'appelait énormément, il a l'impression qu'il va être exposé en galerie, et puis après il relance, parce qu'il faut bien penser que quand vous faites une lecture de portfolio, et il y a une carte de visite, un petit A5 à donner, à laisser pour la personne qui va avoir énormément de portfolio pour que ensuite, si le courant passe et si la personne aime le travail, pouvoir la relancer. La fameuse lettre d'amour. Voilà, la lettre d'amour. Et donc, il relance et il n'a jamais eu de nouvelles. Donc, c'est difficile parce que, comme dit très justement Jean, c'est vraiment son bébé qu'on présente. Donc, il faut être à la fois diplomate, il faut donner des critiques constructives, il ne faut pas non plus donner des faux espoirs. Tout ça est compliqué. Mais moi, juste pour revenir sur 2-3 anecdotes amusantes, puisque on est là aussi pour rigoler, j'ai eu comme ça à la Maison européenne de la photo quelqu'un qui est venu avec son disque dur pour me montrer ses photos. Donc je lui ai dit, mais elles sont où vos photos ? Et il m'a tendu. Vous savez à qui il s'adressait ? Il m'a tendu son disque dur. Il me dit, bah voilà, mes photos sont dedans. Vous n'avez pas d'ordinateur ? Je dis, ben non, mais c'est pas ça. Alors donc là, il a fallu expliquer, etc. C'était un petit peu compliqué. J'ai eu de la même manière quelqu'un qui un jour est venu pour m'écouter lire. Parce que dans lecture de portfolio, il y a le mot lecture. Et donc, il n'avait pas clairement compris que ce n'était pas une lecture. Comme vous savez, comme il y a des fois des lectures dans la littérature ou des lectures de pièces de théâtre, ça se fait beaucoup. Il pensait que j'allais lire des images, je ne sais pas, c'était très étrange. Voilà. Donc ça, c'était des petites anecdotes. Et ça nous a permis dans le livre, justement, d'en parler et de mettre un peu à jour. Après, j'ai eu de très belles rencontres. Et c'est ça qu'on a envie de retenir, en fait, surtout. Quand une photographe là, qui vient de sortir un livre, Françoise Chadaya, qui me montre sa série sur les stands à patates frites au Canada, qui s'appelle La Reine de la Patate, et qu'au final a réussi à faire son livre chez Loco, mais je suis ravie parce que voilà, à un moment donné, on s'est rencontrés, j'ai pu la projeter à la MEP dans ma sélection annuelle de portfolio. Ça lui a permis, elle, ensuite, parce qu'on a des rôles à jouer, que ce soit Jean, moi, enfin les lecteurs, on a des rôles à jouer, on est un peu des passeurs, des accompagnateurs, et quand on voit le projet aboutir et sous la forme livre, mais c'est merveilleux. Benjamin, vous en recevez beaucoup des portfolios sur le magazine ? Nous, on en reçoit, bien sûr, on en reçoit pas mal. On les sollicite aussi. On les voit plus en direct à l'occasion des salons. Bon, cette année, du coup, on n'aura pas grand-chose, mais
ce que disent Juan et Sylvie sur le fait d'être alpagué et jamais au bon moment. En fait, le timing, je crois, ce que je retiens le plus, c'est le mauvais timing, en fait. Il n'y a jamais de bon moment pour recevoir un travail, à moins de le recevoir dans les règles de l'art. Mais quand on est alpagué sur un stand à un salon, c'est très difficile, c'est très délicat de prendre 5 minutes à regarder un travail. Mais parfois, ça peut fonctionner. Et on a fait de très belles découvertes, de très belles rencontres comme ça à l'improviste. Il peut y avoir des coups de foudre. On a eu Caresse Leroy, qu'on a accompagné très longtemps dans son travail. Ça a été une rencontre comme ça sur le salon de la photo. Donc, comme quoi, des fois, ça peut fonctionner. Bon, bah écoutez, c'est super. Donc pour conclure, si je synthétise un peu, choisir le bon moment, se renseigner un minimum sur la structure ou la personne à qui vous allez montrer votre travail pour déjà un peu voir s'il y a un match possible, sans mauvais jeu de mots sur les sites de rencontres. Et le portfolio est un outil encore important, il doit être considéré comme un investissement dans un travail photographique, au même titre qu'un appareil photo ou que peu importe. Et un outil durable, en fait. Et évolutif. Très bien. Moi, j'ai une dernière question. Une question un peu spéciale, une question qui tue. On y va. Alors, vous allez essayer de me répondre avec la plus grande franchise. À 3 ou à 4 ? Pour le format, c'est ça? Pour ce que tu veux. Pour la lecture À 3 ou à 4 ne sont pas des formats photographiques par définition, donc j'ai envie de te dire plutôt à 40-60 ou à 20-30. Oh, l'arrogance. Sylvie. Il faut savoir que les lectures de portfolio se déroulent souvent sur des petites tables. Donc, allez, je dirais à 4. Et moi, je vais te répondre à 3, parce que j'aime beaucoup ce format, mais pour la relecture du magazine avant impression, en fait. C'est un format que j'affectionne particulièrement. Parce que, voilà. Super. Écoutez, je vous remercie tous. Il faut qu'on mette un terme à cette émission. Sylvie, le festival est encore actif jusqu'à la fin du mois de novembre. Oui, et je vous invite à venir. C'est gratuit. Donc, il y a un catalogue offert pour les lecteurs du Monde de la Photo. J'avais écrit ça dans le dernier numéro du Monde de la Photo. Un beau catalogue édité par Filigrane, très bien imprimé. Voilà. Et puis, notre livre, Concevoir un portfolio de photographie, édité par Erol, qui donne plein de conseils. Donc le festival, c'est jusqu'au 29 novembre. Mmh. Et je vous invite à venir jusqu'à Cergy-Pontoise, donc gare Cergy-Préfecture. C'est un peu loin de Paris, mais bon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Jean, qu'est-ce qu'on peut découvrir en ce moment à la Galerie Fisheye ? Alors, à partir du 4 novembre, la galerie se transforme en son pop-up de fin d'année. Donc beaucoup de livres. On a très belle librairie cette année. On aura également les artistes Delphine Diallo et Charlotte Abramov qui sont intégrés au parcours LX Paris Photo pendant le Paris Photo Week-end, donc le week-end du 15 novembre. J'en profite parce qu'on organise des lectures de portfolio à la galerie. Quand ça ? Le 20 novembre et le 17 décembre. Parfait, c'est noté. Lectures de portfolio qui sont gratuites avec les équipes du magazine, moi-même, notre directeur artistique, l'équipe de direction artistique complète. Donc voilà, ça permet de rencontrer les équipes de Fisheye et en même temps de se confronter. Alors comme on le disait, soit des étudiants peuvent venir, soit des gens plus aguerris, que ce soit pour le magazine, que ce soit pour la galerie. On en profite pour retourner un petit peu à la rencontre des photographes en vrai. Super, merci. Benjamin ? Alors en kiosque, on peut retrouver notre dernier numéro avec un cahier workflow, donc c'est un numéro de 196 pages. Et vous pourrez y lire notamment un dossier coécrit par Sylvie et Jean-Christophe sur la manière dont on pourrait concevoir son premier portfolio. Donc tous les conseils pour se lancer, les différents formats, les différents usages. On a aussi beaucoup de techniques avec des tests un petit peu dans tous les sens, des derniers boîtiers. Et le guide d'achat qui arrive aussi très bientôt, la semaine prochaine. Super. Écoutez, merci à tous d'être venus. Et vous êtes, Sylvie et Jean, les bienvenus quand vous voulez au micro de Faut pas pousser les ISO. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la vidéo et nous essaierons de comprendre pourquoi et comment les appareils photo numériques se sont imposés comme de véritables caméras vidéo. Pour cela, on aura au micro les vidéastes Olivier Schmitt et Romain Sarret, ainsi qu'une petite histoire qui nous sera racontée par Roch Lorente de Canon France. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.
C'était Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.